On dit souvent, c'est comme faire du vélo, ça s'oublie pas. Mais comment on apprend à faire du vélo? Justement, on aborde le sujet avec Kelly Arenas, physiothérapeute pédiatrique, dans notre podcast d'aujourd'hui. Bonne écoute! Allô, ici Lily Huynh, physiothérapeute. Et Dr Marie Lénaud, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Sideline, votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne écoute! Alors, bonjour Kelly. Salut! Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le Sideline. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir aussi. Donc, première question classique. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours, si on veut, académique et professionnel? Donc, moi, je suis physiothérapeute de formation. Je travaille pour Sainte-Justine, mais plus particulièrement au centre de réadaptation de Sainte-Justine qui s'appelle Marie-Enfant. Donc, évidemment, j'ai une spécialisation plus pédiatrique dans mon parcours. J'ai étudié à l'Université de Montréal. J'ai fait le continuum bac-maîtrise habituel. Puis j'ai gradué en 2021, donc ça fait environ 2 ans maintenant que je travaille. OK. Puis ta pratique à Marie-Enfant, c'est une pratique comme physiothérapeute pédiatrique générale ou tu te concentres sur certaines choses en particulier? Donc, le plus gros de mon expertise, disons, c'est plus avec des jeunes de troubles de la coordination. Donc ça, c'est des jeunes qui ont un trouble de planification motrice. Quand même assez commun, là, c'est un 7% de la population. Puis j'avais une autre partie aussi de ma clientèle qui était plus des troubles de développement moteur. OK. Ouais. Bien, c'est exactement en lien avec notre sujet. Hein. C'est pour ça qu'on t'a invité. Dans le fond, nous, on voulait faire un podcast sur l'apprentissage du vélo. Mm-hmm. Quelque chose que plusieurs jeunes vont faire éventuellement dans leur vie. Donc, première question quiz. Est-ce que tous les jeunes devraient apprendre à faire du vélo comme on apprend à marcher? J'aime vraiment cette question. Ben justement, la raison pour laquelle j'ai commencé à faire plus ma recherche/conférence sur le vélo, c'est parce que c'est un grand intérêt pour plusieurs jeunes. Malgré que ce ne soit pas une étape essentielle du développement, je trouve que plusieurs jeunes vont être exposés à vouloir faire du vélo, que ce soit par leurs pères, les parents, etc. Par contre, quelque chose qu'on va remarquer souvent, du moins avec nos requêtes qu'on va recevoir à Marie-Enfant, c'est que parfois c'est le parent qui va pousser beaucoup pour que le jeune veuille faire du vélo, mais c'est pas nécessairement l'intérêt du jeune. Donc, je pense que c'est quand même un très important prérequis. Le jeune n'est pas nécessairement supposé vouloir 100% faire du vélo, mais il faut qu'il y ait au moins un minimum d'intérêt. Faut pas aller à l'encontre de ce que le jeune veut. Puis vous avez des requêtes pour ça, de jeunes qui... La demande, c'est « mon enfant n'est pas capable de faire du vélo ». Oui, 100%. Donc, justement, puisque je vois beaucoup de jeunes avec des troubles de développement moteur ou de coordination, c'est tout leur développement, de façon générale, souvent va être un petit peu, entre guillemets, retardé. Puis pour les jeunes avec des troubles de coordination, spécifiquement, l'acquisition de nouvelles tâches peut être très difficile, surtout quand la tâche est présentée comme une grosse montagne, entre guillemets. Là. Donc, c'est vraiment une clientèle avec laquelle il faut décortiquer les tâches. Donc, parfois, à l'âge de 7-8 ans, ils vont réaliser qu'ils ont des échecs à répétition pour l'apprentissage du vélo. Donc, on va recevoir plusieurs requêtes à ce sujet-là. Ah ouais. Puis à quel âge ça serait comme pas normal de pas être capable de faire du vélo si on a eu un entraînement comme adéquat? Je pense pas nécessairement qu'il faut se poser la question au niveau de l'âge. Je pense qu'il faudrait plus se poser la question en termes de tentative. Donc, si on a essayé, disons, une dizaine, vingtaine d'heures à faire du vélo, puis on voit déjà que c'est encore difficile, c'est peut-être là qu'on devrait se poser la question, est-ce qu'on a nécessairement la bonne approche pour la tâche pour apprendre? OK. Ouais. Puis les requêtes que tu reçois, c'est des enfants qui ont un diagnostic de TDC ou souvent, mais TDC? De troubles de développement, de coordination. Oui, un TDC, trouble de coordination, mais oui, on va dire, de façon générale, mais honnêtement, on a un petit peu de tout. Là. On offre des groupes d'enseignement de vélo ici à Marie-Enfant. Puis vraiment, on a de plusieurs programmes. Donc, ça peut être autant parfois avec des légères, parésie cérébrale, jeunes de troubles de développement moteur, parfois même
notre clientèle AMS, donc ça, c'est comme amputé, musculo-squelettique. Si l'atteinte fait en sorte que le jeune a un potentiel, on va l'accueillir dans le groupe puis on va essayer de... Puis est-ce qu'il y a un jeune qui est neurotypique, là, qui a un développement normal, mais qu'il y a de la difficulté à faire du vélo? Est-ce que vous acceptez ça en centre, à Marie-Enfant ou non? C'est juste... je pense juste dû à la nature du centre, c'est moins commun, parce qu'on est quand même un service de 3e ligne. Là, on accueille des jeunes quand même avec des diagnostics plus précis, plus méticuleux, mais ça nous arrive souvent d'être en collaboration avec des services de première ligne ou d'autres physiothérapeutes qui ont des questions plus en privé, puis qui n'ont pas nécessairement les outils pour... ça nous fait toujours plaisir de partager nos outils, là, puis nos documents, afin qu'ils puissent adresser ça. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi je trouve c'est important qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'on essaie de justement désengorger le système. Oui, c'est ça. Puis de donner les outils à tout le monde pour qu'ils puissent s'en occuper dans leur milieu, que ce soit en privé, à la maison, etc. OK. Pour un parent qui a des enfants, c'est quoi la stratégie pour apprendre à l'enfant à faire du vélo? Est-ce que c'est de le mettre à 1 an sur un tricycle ou c'est quoi comme un peu le parcours standard qu'on devrait privilégier pour aider notre enfant à être capable de faire du vélo de façon autonome? Donc, pour répondre à la question, je vais passer par un autre petit côté, là. De façon générale, je trouve que les gens sont encore très attachés à un vélo avec roue stabilisatrice. C'est comme la première idée qui pop de façon générale. Au contraire, ce qui serait à privilégier, ce serait la draisienne. Donc, c'est un vélo qui n'a pas de pédale. Donc, le jeune, il viendrait s'installer assis sur le vélo, puis il pourrait explorer tout ce qui est le contrôle du guidon, son équilibre sur le vélo, savoir comment s'incliner, par exemple, dans une direction, puis coordonner le guidon avec ça. C'est ces étapes-là qu'on veut aller explorer, parce que c'est surtout l'équilibre qui limite l'acquisition du vélo 2 roues. Puis au niveau de l'âge, dans les études, honnêtement, dès l'âge de 2 ans, ça peut être sécuritaire de mettre un enfant. Même au niveau des publicités, ils ont remarqué ça dans les études, que la draisienne est souvent adressée à comme des petits jeunes de 2 ans, de façon générale. Donc, voilà. Puis est-ce qu'il y a comme plus... on parle de draisienne, on parle de vélo à roue stabilisatrice, mais un tricycle, ça, c'est pour les plus jeunes. À 2 ans, il n'y a pas d'utilité à l'employer, là. Mais je veux dire, c'est toujours intéressant quand même de faire du tricycle, dans le sens que c'est quelque chose qui est très stable. On va aller travailler la coordination au niveau du pédalage, mais surtout pour le développement d'un jeune neurotypique, je dirais, il y a beaucoup plus de bienfaits à aller progresser vers du vélo 2 roues. Puis la première étape pour ce cheminement-là, ce serait vraiment la draisienne. Et c'est quand qu'on sait que le jeune est prêt à aller avec des pédales? Comme quand on passe de la draisienne au vélo à pédales? Donc, dans le fond, il y a quand même plusieurs étapes à l'explorer sur la draisienne. Autant de, par exemple, en premier abord, savoir comment embarquer puis se garder en équilibre dessus. Ça a l'air simple, mais quand même, c'est pas toujours donné pour tout le monde. Et puis, dans les dernières étapes qu'on va aller explorer, ce serait vraiment le jeune qui se donne de l'élan, qui soit capable de lever ses pieds et de contrôler le guidon sans avoir ses pieds à terre. Donc, quand il maîtrise quand même cette étape-là, qu'il est capable de contrôler ça sur une mini-colline, disons, on peut lentement commencer à intégrer les pédales. C'est sûr que c'est pas tous les jeunes aussi qu'on va lancer directement. Go, on a mis les pédales, la musculation, vélo 2 roues. On va quand même accompagner pour la suite. Donc, l'adulte va être proche du jeune, on va rajouter un support, on va progresser encore au niveau des surfaces. Mais ouais, vraiment, si le jeune est capable de décoller ses pieds du sol, je pense, puis avoir un bon contrôle du guidon, c'est déjà un bon signe qu'on est prêt à progresser. Mais c'est la première étape, en fait, de tout ça avant de penser à lâcher, c'est vraiment de le faire un petit peu au niveau statique, parce que il y a quand même beaucoup de mouvements, je suppose. Oui. Donc, justement, la raison pour laquelle la draisienne est plus importante, en guillemets, que le vélo avec roue stabilisatrice, c'est que, justement, on peut aller explorer tous ces degrés, entre guillemets, d'instabilité. Donc, le vélo avec roue stabilisatrice, ce que ça fait, évidemment, ça stabilise. Donc, si on pousse le jeune, disons, de gauche à droite, le jeune, il n'y aura jamais de chute, il va être bloqué par les roues. Si le jeune est sur sa draisienne, justement, ça fait partie d'une des étapes. Une fois qu'il est assis statique, on va pouvoir lui faire comme des petits déséquilibres de côté-côté. Il peut apprendre à mettre son pied pour pouvoir se rattraper. Puis même lui, quand il va explorer en marchant sur sa draisienne, il va remarquer assez rapidement que si, disons, il se penche trop d'un tel angle dans une direction, il va avoir un déséquilibre qui va arriver. Donc, lui-même, il va pouvoir explorer ces degrés de liberté-là, de déséquilibre, pour rester en équilibre.
Parce que dans le fond, si on ne développe pas cette stratégie-là, souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que sur le vélo avec roue stabilisatrice, il se déplace autant qu'il veut, de côté à côté, devant, derrière, etc. Puis quand on le met sur le vélo à 2 roues, ben ça entraîne des chutes. Puis c'est jamais quelque chose de agréable pour le jeune. Là. Voilà. OK. Puis pratico-pratique, quand on est avec le jeune sur la draisine, est-ce qu'il y a des choses qu'on lui dit de faire ou on va juste dans un parc puis on le laisse comme avancer, explorer tout seul? Donc, nous, la façon qu'on a monté le groupe, là, c'était surtout avec des jeunes de trop de coordination en tête, mais je trouve que c'est quand même pertinent pour tout le monde. Parce que l'approche fait en sorte que, étant guillemets, foolproof, là, ça peut vraiment faire en sorte que le jeune se sente appuyé, accompagné dans chacune des étapes. On veut vraiment éviter qu'on se rende à un point, dans le fond, où il y a une peur du vélo, peur de chuter, etc. Donc, plus le jeune est rassuré, plus ça va être dans le plaisir pour l'activité. Donc, vraiment, c'est, disons, évidemment, toujours le casque en premier. Donc, le jeune, on va toujours demander de mettre le casque. Après ça, ça va être de se pratiquer à embarquer sur la draisienne. Donc, comment est-ce que je tiens mon vélo? Disons, même en prérequis, parfois, on va mettre le vélo par terre. Il va devoir le lever debout lui-même, bien se placer pour embarquer. Donc, parfois, on va voir de tout, là, des jeunes qui vont comme kicker la jambe devant, ils vont aller de côté pour pouvoir embarquer. Puis, vraiment, ce qu'on préconise, c'est que, un peu comme quand on embarque à cheval là, on va comme mettre la jambe de derrière. Je sais pas si vous êtes capable de visualiser, mais... Ouais, par-dessus. Par-dessus. Ouais, mais comme de derrière. Puis dans ce moment-là, il va être assis. On peut travailler justement les déséquilibres un petit peu de façon statique. On pousse l'enfant? Oui, mais très légèrement. Donc, c'est pas comme... Souvent, moi, ce que j'aime faire, c'est d'être derrière l'enfant avec mes mains plus au niveau du bassin ou du tronc. Puis je peux faire des légers déséquilibres, donc je peux rattraper s'il y a comme un manque de contrôle, mais le jeune peut s'habituer à faire des petits pas. Comme ça, lui, quand il va être plus en statique avec de la vitesse, il va pouvoir se faire confiance dans le fond que s'il y a un petit déséquilibre, je peux mettre mon pied puis il n'y aura pas de chute. C'est ça. Fait que dans le fond, il développe ses stratégies, 1, d'équilibre, puis 2, de protection aussi, si jamais il y a des risques de chute avec ça. Puis disons, même en statique, on peut aller explorer comme le guidon, là. Donc, disons, j'ai ton guidon à droite, ton vélo va aller vers la droite, etc., à gauche, devant. Puis par après, on va y aller de façon graduelle avec la vitesse. Donc, c'est le jeune qui peut contrôler sa vitesse. Donc, c'est lui qui doit marcher avec le vélo d'équilibre. Au niveau des parcours, ça peut les graduer également. Donc, on peut, disons, faire quelque chose de très linéaire au début, puis éventuellement aller plus vers du sinusoïdal. Là. Donc, aller, par exemple, autour de cônes, faire des petites collines, etc. Mais tout dans la marche, puis à une vitesse confortable pour le jeune. Okay. Mais c'est quand même intéressant comment vite ils peuvent aller, là. Il y a des genres de compétitions. Je sais pas si tu avais vu ça, des compétitions de vélo draisienne où les petits, ils font un espèce de parcours de motocross. Comme de motocross, puis ils sont super, super rapides. Mais, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant que tu dis ça parce que le vélo draisienne, c'est ça que je recommande beaucoup même à un enfant qui fait pas de vélo, là, un enfant plus jeune, parce que ça développe plein d'affaires. Tu sais, on parle de stabilité posturale, on travaille la coordination, l'autonomie et tout. C'est tellement bénéfique. Fait que je pense qu'il y a un message. Si si t'es un parent puis t'as un vélo à acheter avant l'acquisition du vrai vélo, c'est un vélo draisienne, tu sais, tricycle. Je pense pas qu'il y a un plus-value ou roue stabilisatrice. Mais comme tu dis, dépendamment de l'intérêt de l'enfant. Exact. Mais c'est quand même un outil qui est versatile et complet. Là. Justement, là que je t'ai entendu dire ça me fait popper comme... parfois, un des facteurs limitants pour justement l'acquisition d'une draisine en jeune âge, c'est soit le niveau monétaire disponible pour les parents à dépenser sur un vélo. Donc, souvent, ce que nous, on va faire, c'est recommander, disons, un achat de vélo à 2 roues là, pour un jeune. Donc, on a certaines recommandations pour l'achat du vélo spécifiquement, là, mais dont une des recommandations, c'est que le siège du vélo soit au plus bas, disons, possible, pour que le jeune ait une légère flexion au niveau des genoux, qu'ils soient un petit peu pliés là, quand il va être assis. Les pieds sont au sol. Oui, exact. Comme ça, c'est comme le bon niveau pour lui, mais que s'il continue à grandir, on peut quand même garder ce vélo-là. Donc, on peut toujours aller en montant le siège. Mais avec ce vélo-là, on peut aller retirer les pédales nous-mêmes à la maison. Puis, de cette façon-là, on transforme, entre guillemets, notre vélo en vélo draisienne. Donc, ça vient quand même aller chercher les mêmes habiletés qu'on va aller rechercher, puis à un coût moindre, là, donc c'est quand même plus accessible. C'est sûr que la draisienne est
légère différence, là, plus au niveau de comme les angles, etc. Mais c'est pas significatif, je trouve, du moins dans ma pratique. Ça, c'est vraiment un super bon point. Là. Dans le fond, la hauteur d'un siège de draisienne, ça doit être ça. Donc, quand l'enfant est assis sur le vélo, main sur le guidon, les pieds au sol, il doit y avoir une petite flexion dans les genoux. Exact. Okay. Donc, on veut pas que le jeune soit complètement assis comme sur une chaise ou complètement debout avec les jambes droites. C'est vraiment juste une petite légère... Okay. Ça, c'est important, j'imagine, pour justement l'acquisition de l'équilibre, s'ils sont trop comme assis. Ou... Mais c'est surtout aussi pour le positionnement du tronc, là, de la posture. Comme on veut qu'il y ait la posture adéquate pour le vélo 2 roues par après. Okay. Puis c'est justement une des choses qu'on voit avec le vélo avec roue stabilisatrice. Il y a des jeunes parfois qui peuvent se pencher 100% vers le guidon ou être vraiment derrière. Puis il n'y a aucun impact sur le vélo, mais quand même le faire quand... Oui, il n'y a aucun impact sur le vélo en soi. Donc, ils ne réalisent pas vraiment la corrélation entre les deux. Fait que là, dans le fond, quand le jeune est rendu comme un acrobate sur sa draisienne, c'est le temps de le passer sur un vélo 2 roues avec un pédalier. Oui. Est-ce qu'on passe de la draisienne au vélo 2 roues directement ou on... Très bonne question. Donc, justement, il y a des études que j'ai lues, là, puis que j'ai trouvées très intéressantes à ce niveau-là, parce qu'ils ont vraiment comparé toutes les façons d'arriver, comme, disons, du point A à vélo 2 roues. Donc, justement, un des chemins, c'était, disons, draisienne directement vers vélo 2 roues, draisienne, après roue stabilisatrice, après vélo 2 roues, rien vers vélo 2 roues, évidemment, c'était le moins bon, là, mais tout ça pour dire que la draisienne, c'était super important de la présenter en premier. Donc, ça doit être la première étape dans l'apprentissage. Okay. Et idéalement, ce serait draisienne vers 2 roues directes. Okay. Parce que, oui, il y avait quand même des bons taux de succès avec roue stabilisatrice en deuxième abord. Par contre, ça retardait l'acquisition du vélo 2 roues, je pense environ comme une demi-année là, dans l'étude. Donc, c'est quand même quelque chose à tenir en compte. Est-ce que les roues stabilisatrices, ça permettait moins d'implication des parents? Mais je pense que c'est souvent comme ce que les parents pensent, parce qu'ils sont comme le jeune est comme plus en sécurité entre guillemets, puis ils peuvent le regarder, explorer, etc. Puis peut-être que pour eux, j'ai acquis l'équilibre avec la draisienne, là mon jeune il va travailler le pédalage avec la stabilisatrice, 1 + 1 = 2, on va vers le vélo 2 roues. Mais étonnamment, c'est pas ce qui est recommandé. C'est juste parce que je viens de passer par là, puis c'est quand même assez intense de courir derrière son enfant qui pédale avec la main sur le guidon pour le guidon. Ouais. Est-ce que quand les jeunes sont vraiment très, très habiles sur la draisienne, puis ils passent au vélo 2 roues, il y en a qui sont juste comme spontanément, ça va comme naturellement Mais bien. Pour vous donner comme une idée honnêtement, dans les études en moyenne, ça prenait environ 4 heures d'exposition. Vers comme début de draisienne versus comme dans des camps d'entraînement, là, disons, spécifiques pour vélo. Donc, si théoriquement, il y a eu assez de pratique sur la draisienne chez un jeune neurotypique, dans ma tête, ça ne devrait pas trop prendre de temps pour que le jeune soit capable de pédaler sur un vélo 2 roues. Donc oui, le but, c'est justement que le parent ne soit pas toujours en train de courir derrière son enfant. Je pense que si tout est très bien gradué, disons que ça devrait être correct. Puis même, une des premières étapes qu'on essaie de faire avec le vélo 2 roues, c'est que les jeunes descendent d'une petite pente. Donc ça devrait quand même être dans un environnement contrôlé, comme la pente, qu'elle n'aille pas trop loin non plus, là, souvent sur du gazon. Donc c'est plus comme la répétition de petites étapes qui vont mener à un vélo 2 roues stable. Puis quand ils commencent sur leur vélo 2 roues, est-ce qu'il y a des recommandations aussi en termes de hauteur de banc? Est-ce qu'on veut encore que les pieds puissent s'appuyer au sol pour comme... Environ, là, oui. Donc, je dirais pas peut-être comme un pied complet, là. Parfois, c'est plus comme vers la pointe des pieds. Mais il faut que le jeune soit capable de confortablement appuyer son pied, justement, s'il y avait un besoin de protection. Puis, il faut qu'il y ait toujours comme une légère flexion également, là, comme pendant qu'il faut que le pédalage soit confortable aussi, donc que la motion du genou qui plie, dans le fond, soit complète, là. Donc, on veut pas que, justement, le genou revienne trop vers la poitrine quand il pédale, ou que la pédale soit tellement loin que quand il est en bas de son mouvement, la jambe soit complètement droite, puis qu'on perde le contact avec. Ça, on devrait pas avoir ça si on a une petite flexion dans le genou au sol. Oui, ça devrait être correct. Si on touche au sol. Oui, c'est ça. Mais j'ai compris.
OK. Puis est-ce que tu as des éléments, mettons, pour justement simuler un peu, tu sais, Marie, tu as parlé de « Ah, mais là, ton enfant, il roule en vélo, tu dois courir après parce que tu as peur qu'il tombe et tout. » Mais je suppose que si tu fais ça, les bonnes étapes, l'enfant, il va déjà développer des stratégies pour se protéger lui-même. Mais est-ce qu'il y a des façons de faire, je sais pas si tu utilises des stimulations externes pour, ou je sais pas, le décompte, pour pouvoir justement simuler un peu ces danger-là, d'un passant qui passe ou d'une roche là, qu'il peut voir rapidement. OK, donc ça, c'est intéressant aussi. Donc, de façon générale, pour l'acquisition du vélo, comme plein d'autres affaires, c'est important de contrôler l'environnement parce que ça a quand même une grosse influence indirecte sur l'acquisition. Donc, tout ça pour dire que quand on commence l'acquisition du vélo, souvent, pour des jeunes avec déficience et tout, là, on va être dans des environnements très contrôlés, disons un gymnase avec certaines personnes qui reconnaissent souvent, etc. Donc, je pense, pour un jeune neurotypique, si on a accès à des parcs quand même assez délimités, des niveaux bas, comme un sol assez plat pour commencer, ce serait pertinent avec pas trop de distractions. Mais justement, éventuellement, si on veut que ce soit un jeune qui puisse se déplacer en communauté par après, il faut graduer ces stimuli-là aussi également. Donc, oui, justement, on peut varier la source comme externe un peu du stimuli. Là. Donc, ça peut être comme dans ton cas, tu peux dire un cône qu'on met au sol. Ça peut être comme peut-être un bruit sonore où le jeune doit s'arrêter. Ça peut être comme des pictos comme visuels si le père est comme à l'autre bout de l'allée. Je pense que c'est juste important de le plus possible intégrer ce concept-là de sécurité, mais aussi de plusieurs façons parce que ça va aider vraiment à ce que le jeune intègre le concept plus facilement. OK. Puis là, on parle de jeunes qui suivent un parcours un peu plus typique de l'acquisition. Mais est-ce que un parent, c'est quoi les signes qu'il doit surveiller de par l'acquisition du vélo pour peut-être soupçonner un trouble de coordination ou pour pouvoir l'adresser par la suite? C'est quand même une grosse question, là, dans le sens que pour le vélo en soi, comme on a dit, je pense plus au début, ce serait pas nécessairement comme un red flag, mais plus dans le sens, c'est quand que je vais chercher de l'aide externe. Oui, c'est ça. Ce serait vraiment plus... si on a investi un X nombre d'heures, dans ma tête, ce serait plus comme une dizaine à une vingtaine d'heures, puis on voit que les résultats, ils suivent pas, ce serait peut-être le moment de se poser la question. Si on voit aussi qu'on a été exposé à la tâche plusieurs fois, donc disons, on fait un premier essai, ça fonctionne pas bien, aucun problème, on va réessayer, peut-être comme troisième, quatrième fois, ça commence à être plusieurs échecs, là, donc déjà là, je pense que ce serait intéressant d'aller chercher de l'aide. Puis parfois, c'est juste l'approche qu'on a utilisée avec le jeune, c'est autant qu'il y a une façon qui est approuvée d'être, entre guillemets, la meilleure, c'est peut-être pas toujours la meilleure pour X personnes. Je suis pas toujours la plus grande fan du one size fits all. Donc, parfois, ça prend juste un autre œil pour donner... Peut-être un autre parent. Exact, comme le petit... mais c'est vrai, c'est ce qu'on voit protestation. Tu sais, je pense que même entre professionnels, pour XY diagnostic qu'on reçoit, on peut avoir une certaine recette, puis là, on voit que ça fonctionne pas. Donc, je demande à nos collègues qui peuvent nous épauler. Donc, en parents aussi, s'il y a cette communauté-là, ça peut être super riche, puis au besoin d'aller voir un physio, là. Si tu veux développer plus sur le trouble de coordination en soi, ça, par contre, c'est une panoplie de signes qu'on va aller rechercher, là. Mais je sais pas si c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui, donc peut-être pas me lancer. Non, c'est ça, mais je voulais juste, peut-être t'en as parlé un tout petit peu, puis je trouve que le trouble de la coordination, c'est quelque chose qui est souvent moins... c'est moins... dans le fond, comment je peux dire ça? Je pense que c'est un peu sous-diagnostiqué dans le sens que, oui, il y a un gros trouble de coordination, on peut vraiment le voir, mais des troubles un petit peu légers qui peuvent quand même affecter le jeune à long terme. On dirait qu'avec le vélo, c'est un peu... c'est peut-être juste moi qui le vois de même, mais le vélo, je pense que c'est une tâche où ce qu'on peut pister un tout petit peu plus que d'autres tâches. Mais en effet, là, parce que je pense que c'est une des étapes, comme on disait, comme naturelle un peu du développement de l'enfant, là, comme il va souvent avoir un intérêt pour. Donc, c'est vrai que si on voit qu'il y a de la difficulté, ça peut être une petite question à se poser, mais il y a souvent plusieurs autres éléments. Donc, c'est un jeune qui va avoir de la difficulté dans plusieurs de ses activités de la vie quotidienne. Au-delà du sport, parfois ça peut être un jeune
qu'on va considérer comme maladroit. Il va avoir plusieurs chutes au niveau de sa journée. XY sport va être difficile. Au niveau des tâches de la vie quotidienne, donc l'habillage, attacher ses lacets, ça peut être difficile également. C'est des jeunes aussi qu'on va voir qui sont fatigués plus facilement. Donc, si vous voyez que votre jeune, disons, il dort très bien la nuit, mais vous réalisez qu'à l'école, les enseignants sont comme « Ah, ben, tu sais, il baille souvent en classe, j'ai l'impression qu'il m'écoute pas. » Ça peut être un des signes également. C'est comme si ça prend trop d'énergie pour faire les tâches qu'il fait durant sa journée. Comme j'aime l'imager, c'est, disons, comme dans les jeux vidéo, là, on a une barre d'énergie. Puis il y a comme... Disons, si on fait telle tâche, ça prend 10% de mon énergie. Puis eux, tout est tellement difficile, entre guillemets. Là, comme c'est vraiment une montagne d'étapes pour eux parce qu'ils n'ont pas l'étape la plus efficace pour se rendre du point A au point B. Que tout gruge leur énergie. Donc, ils vont se réveiller, l'habillage est difficile, le brossage de dents est difficile. Après ça, ils ont la récréation, ils ont dû jouer avec leurs amis, c'était beaucoup de stimuli. Donc là, après ça, comme le premier cours de la journée, ils n'ont plus d'énergie. Donc, voilà. Mais justement, le vélo, ça peut être une des premières choses à garder en tête, mais souvent, je pense qu'il y a d'autres petits signes. Qu'on peut aller surveiller. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Fait que là, de ce que je comprends qu'on a dit depuis le début, fait que, tu sais, le vélo, c'est quand même une activité très intéressante qui peut permettre plein de choses, là. C'est juste aller faire du commute puis aller se déplacer avec ça. C'est pas obligé d'être un sport nécessairement, mais il faut aller avec l'intérêt de l'enfant. Et ce que toi, tu recommandes, c'est à partir de 2 ans environ, de se procurer soit un vélo draisienne ou un vélo, si on a un petit peu moins d'argent, de se procurer un vélo à 2 roues, mais enlever les pédales. Commencer par ça, puis quand l'enfant peut décoller, puis ses pattes décoller ses pieds, puis être vraiment habile sur son vélo draisienne, on peut transitionner quand même directement au vélo 2 roues. Oui, c'est vraiment ce qui est prouvé, puis c'est ce qu'on fait également aussi dans nos groupes d'enseignement. Là, on a quand même des très bons taux de succès. Là. Donc, Puis les gens, je pense qu'ils connaissent un peu moins le vélo draisienne. Ben, je pense que c'est de plus en plus populaire maintenant, mais c'est quand même encore pas assez populaire pour moi. Là. Non, est-ce qu'il y a des ressources que tu peux recommander aux parents qui peuvent aller regarder d'aller consulter pour les étapes à suivre pour l'acquisition du vélo? Donc, je pense que c'est un site web de Vélo Québec. Là. Je pourrais vous le transférer au pire. Je ne sais pas si c'est possible, mais il y a vraiment toutes les étapes de comment transférer justement un vélo régulier en vélo draisienne, en enlevant les pédales. Puis, c'est quand même très bien expliqué les étapes là, pour la progression. Donc, ça, c'est vraiment un très bel outil. Ou sinon, nous, à Marie-Enfant, on a également comme des carnets d'utilisation de différentes façons. Là, on a comme plusieurs outils. Donc, comment acheter et choisir son vélo. On a aussi un outil qui nous dit exactement toutes les étapes, un petit peu à cocher pour le jeune imagé. Puis, on a aussi... mais j'ai aussi mon PowerPoint que j'ai monté pour ma conférence. Donc, ça aussi, si quelqu'un est très intéressé, peut-être plus au niveau physio, là, ça peut être une bonne ressource, mais... Puis est-ce que c'est disponible en ligne sur le site? Je pense que c'est comme dans nos buts éventuels. Je pense de façon générale, Sainte-Justine veut rendre plusieurs ressources disponibles. Je pense que ça ne l'est pas encore. Donc, on surveille ça, mais sinon, sur Vélo Québec, on mettra le lien. Oui, exact. Puis, je veux dire, s'il y a certaines physios qui écoutent ce podcast, qui veulent les ressources, ou peut-être pour des parents avec qui ils sont en contact, n'hésitez pas à contacter des physios de Sainte-Justine. Là, on peut vous procurer ça. J'ai une autre question, peut-être qui va pour les enfants un peu plus vieux. Tu sais, une fois qu'ils ont appris à faire du vélo à 2 roues, puis on a parlé de travailler un peu, tu sais, comment arrêter, tout ça. Mais les prochaines étapes, surtout dans les milieux plus de ville, là, pas les milieux ruraux, c'est quoi les prochaines étapes que les jeunes peuvent faire pour... parce que c'est beau de savoir rouler sur 2 roues, mais après, il faut savoir rouler dans la ville. Et ça, c'est... Moi, en tout cas, ça me fait très, très peur là, de penser à ça. Fait que, est-ce qu'il y a des ressources pour ça? Ou ce serait quoi les prochaines étapes? Je sais que ça sort peut-être un peu de l'acquisition du vélo. Je veux dire, pour des ressources en soi, je pourrais pas te répondre. C'est sûr que je peux me lancer là-dedans puis vous revenir. Mais en ce qui concerne la progression, autant pour comme l'enseignement du vélo puis le son pas sa prochaine étape, il faut juste garder la même idée, il faut y aller progressivement. Donc, on va peut-être aller plus varier les surfaces, donc disons de l'asphalte versus du gazon versus n'importe quoi que vous pouvez retrouver dans votre communauté, là, la rue, dans les petites rues vraiment... j'ai oublié les rues, voilà. Il n'y a pas beaucoup d'agglomération.
Puis on peut aller changer aussi les directions, donc plus sinusoïdal, aller vers des collines, etc. Puis je pense que c'est super important aussi de ne pas se lancer seul la première fois. Donc aller peut-être avec un adulte de confiance qui pourrait vous guider. Idéalement, peut-être même deux, donc comme sandwiché, là. Donc un adulte en avant, un adulte en arrière, à une bonne distance pour qu'ils puissent apprendre à arrêter adéquatement. Puis que si, disons, il y a vraiment quelque chose qui arrive aussi, quelqu'un est toujours là, prêt à aider. Mais on peut y aller aussi de façon graduelle en termes de temps de sortie également aussi. Là. On peut comme commencer dans le parc puis faire un petit 5 minutes sur la rue puis éventuellement augmenter le temps jusqu'à temps que le jeune soit plus à l'aise. C'est quelque chose comme la course. Hein? C'est beau de savoir rouler 2 secondes, mais après, il faut pouvoir en faire un petit peu plus longtemps. Là. Ça doit nécessiter un certain entraînement aussi. Oui. Toi, tu parlais de rouler un peu dans la ville, mais il y a l'aspect des plus vieux, que le casque, c'est moins cool, mais le casque, c'est quelque chose qui est primordial pour faire du vélo à n'importe quel âge. C'est quelque chose à... Même avec une draisienne, il faut mettre un casque. Oui, c'est vraiment comme dans nos étapes. C'est important, il n'y a pas de pédale. Puis c'est étonnant à quel point les gens sont vraiment comme, entre guillemets, contre le casque, là. J'ai des amis encore que je vais leur dire, mets ton casque avant de sortir. Puis ils vont dire, ah non, mais disons, j'habite à 5 minutes, c'est rien. Puis je dis, mais c'est quoi? Je peux comprendre qu'il y a une plus grande chance, entre guillemets, plus longue ta sortie, plus il y a de chances que tu aies un accident, mais en même temps, dès que tu es sur la rue, ça peut arriver. C'est pas toi qui peux contrôler. Donc, vaut mieux avoir toutes les chances de son côté puis d'avoir le casque, là. Donc... Oui, donc nous, on est pro-casque. Donc, officiellement, on recommande à tout le monde de mettre un casque. Est-ce que tu as d'autres questions, Lily? Moi, j'ai une dernière petite question. Oui, non, vas-y, je te laisse aller. À cet âge-là, 2-3 ans, il y a la draisienne, mais l'autre option pour les jeunes pour faire le même genre de déplacement, c'est la trottinette. Est-ce que comme... c'est bon aussi, la trottinette? Ou, tu sais, est-ce qu'on devrait, parce que nécessairement, les enfants vont préférer l'un à l'autre, est-ce que c'est bon aussi d'alterner ces deux modes de déplacement extérieur? J'aime bien la question. Moi, je pense que oui, là. Surtout qu'un des points, c'est si on veut intégrer une activité, quelle qu'elle soit, pour bien la maîtriser, c'est important d'aller comme varier, entre guillemets, les stimuli qu'on reçoit pour cette activité-là. Donc, si on garde en tête que l'équilibre est le plus grand défi de la draisienne, si on veut les stimuler son équilibre autrement, mais de façon assez similaire, la trottinette, ce serait comme un bon choix, à mon avis. Donc, le jeune peut quand même, d'une autre façon, aller stimuler son équilibre, ses réactions de protection, contrôler le guidon avec son virage. Donc, c'est assez similaire de plusieurs façons. Puis, je pense que c'est même intéressant parce que ça vient, comme, entre guillemets, doubler le temps de pratique sur 2 surfaces différentes. Donc, c'est même complémentaire, à mon avis. OK. Donc, c'est une bonne idée d'avoir un peu les deux modes de transport. Ouais. Je pense que la seule chose que j'ajouterais, c'est que la draisienne, c'est quand même quelque chose qui est très symétrique, dans le sens que tu utilises les deux jambes en même temps. Ben, en même temps, pas en même temps, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, versus la trottinette qui est un peu plus asymétrique, dans le sens que tu utilises une jambe selon le... mais à des enfants plus jeunes, surtout en préscolaire, on veut vraiment favoriser la symétrie. Fait que je pense que si l'enfant fait de la trottinette, c'est vraiment bien de le stimuler, de l'encourager à faire la propulsion des deux côtés. Après ça, quand il est plus grand, à un moment donné, on développe une certaine dominance. Mais les 2 ans, 3 ans, on veut vraiment rester dans la symétrie le plus longtemps possible. Okay. C'est un bon point. Vraiment important. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, Kelly, que tu aimerais nous partager sur l'acquisition des capacités de vélo? On a touché un petit peu, là, mais je pense quand même que c'est important de mettre le point là-dessus, je pense. Je pense qu'il y a plusieurs parents qui ont peut-être une petite peur d'intégrer peut-être la draisienne à un jeune âge. On dit depuis tantôt que c'est possible de l'intégrer dès l'âge de 2 ans, mais je vois que parfois, les parents ne se posent même pas la question nécessairement du vélo jusqu'à comme l'âge de 4-5 ans. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'explorer ça à un jeune âge. C'est même prouvé que plus tôt l'acquisition, plus tôt, évidemment, qu'on va l'avoir, mais ça va prendre moins de temps d'entraînement. Donc, disons, un jeune qui l'a reçu 1 an après versus un autre va la prendre une demi-année plus tard environ là, pour le même temps d'entraînement. Donc, c'est quand même assez sécuritaire aussi. Il faut juste le faire dans des environnements contrôlés, comme toute autre chose avec un jeune de 2 ans. Puis, il y a plusieurs bienfaits aussi. Donc,
Et mettre le casque. Exact, Oui. toujours le casque. Première étape. Super. Donc, merci. Merci C'était à vous. vraiment intéressant. Puis, Ouais. Puis pour tes ressources, là, on pourrait les mettre disponibles sur nos réseaux là, par rapport à Vélo Québec et éventuellement si recommandations sont disponibles sur le site de Sainte-Justine ou du Centre de réadaptation. Super, merci. Je pense que c'est super intéressant de faire ça justement parce qu'on veut que la communauté soit mieux équipée de façon générale pour que ça, justement, on parlait des engorgés du système avant, mais aussi que ce soit accessible à tous. Là. exact. Merci, Kelly. Merci. Merci à vous.